En quelques minutes, une base militaire entière retient son souffle, et le silence pèse lourd. Un dossier brûlant accuse un homme respecté au cœur de l'unité, au moment même où la pression sécuritaire et la peur sapent la cohésion au Burkina Faso. La question devient immédiate. Ibrahim Traoré doit-il frapper vite, comme l'exige la règle, ou chercher une voie plus risquée qui préserverait l'âme du groupe? Parce qu'ici, un seul ordre peut étouffer la trahison, ou ouvrir une fracture durable. Ce récit promet plus qu'une autre histoire militaire. Il explore un dilemme universel où le commandement se heurte à la fragilité humaine. L'enjeu n'est pas seulement de savoir comment une trahison est sanctionnée, mais comment une décision façonne durablement la confiance, la loyauté et la légitimité d'un chef face à ses hommes. Dans un contexte de guerre asymétrique, chaque choix devient un signal. Trop de dureté peut briser l'adhésion, trop de clémence peut miner l'autorité. Ce que cette affaire met en jeu, c'est la frontière instable entre discipline et justice, entre efficacité immédiate et conséquences à long terme. Le spectateur y gagne une lecture claire des mécanismes du pouvoir en situation extrême, sans glorification ni condamnation hâtive. Car comprendre ce moment précis permet d'anticiper comment une armée, une institution, ou même une nation réagit lorsque ses principes sont testés. Ici, rien n'est abstrait. Chaque décision a un coût humain mesurable, chaque hésitation crée une onde de choc silencieuse. C'est cette tension, maintenue jusqu'au bout, qui donne tout son poids à la suite du récit. En moins de quelques heures, une certitude s'effondre. Le soldat le plus fiable de l'unité est identifié comme source de fuite et les preuves s'additionnent. Les documents convergent vers un nom précis, Moussa Diallo, sergent de 26 ans, engagé depuis plusieurs mois sous le commandement d'Ibrahim Traoré. Ce renversement brutal ne surgit pas dans le vide. Il prend place dans un Burkina Faso soumis à une pression sécuritaire continue où la moindre brèche humaine peut devenir une arme stratégique. La base de Ouagadougou vit au rythme d'une discipline stricte, héritée d'une tradition militaire qui ne tolère ni l'hésitation ni la faiblesse face à la trahison. Dans ce cadre, la loyauté n'est pas une valeur abstraite, mais une condition de survie collective. Moussa n'est pas un inconnu ni un figurant. Il s'est illustré lors de 2 attaques majeures, risquant sa vie pour ses camarades, partageant les veilles, les repas frugaux et les silences lourds de fatigue. Sa réputation repose sur des actes concrets, observés et commentés par tous. Justement pour cette raison, l'accusation agit comme une onde de choc. Plus la confiance était forte, plus la chute est violente. Les éléments matériels s'empilent, messages codés interceptés, échanges discrets près de l'enceinte, transferts financiers, jugés suspects. Pris isolément, chacun pourrait prêter à interprétation. Ensemble, ils dessinent un schéma inquiétant. Dans un contexte de guerre asymétrique, ce type de faisceau est rarement ignoré sans conséquence. Pour Ibrahim Traoré, le problème dépasse la culpabilité individuelle. Il touche au cœur du commandement. Punir immédiatement, c'est rassurer l'unité et affirmer l'autorité. Douter, c'est risquer la suspicion, voire l'effritement de la cohésion. La règle est claire, mais la situation l'est beaucoup moins. Avant même toute sanction, une question s'impose. Comment un homme aussi respecté a-t-il pu franchir la ligne et à quel prix humain cette trahison a-t-elle été arrachée? Moussa devient alors le prisme à travers lequel toute l'unité se regarde. Son visage, marqué par des nuits sans sommeil, ne correspond pas à l'image classique du traître calculateur. Autour de lui, les réactions sont immédiates et contrastées. Certains soldats détournent le regard, comme si reconnaître sa chute revenait à admettre leur propre vulnérabilité. D'autres durcissent le ton, convaincus qu'un exemple rapide est le seul moyen d'éviter la contagion du doute. Dans les premières heures, l'impact est tangible. Les échanges se font plus courts. Les patrouilles gagnent en raideur. La méfiance s'installe dans les détails. Un silence prolongé, un ordre répété 2 fois, un regard qui s'attarde trop longtemps. Ce climat pèse sur l'efficacité opérationnelle. La confiance, habituellement implicite, doit désormais être prouvée à chaque geste. Ibrahim Traoré observe ces signaux faibles sans intervenir publiquement. Il comprend que la crise ne se limite pas à un homme, mais qu'elle teste la solidité du groupe. Un commandement qui tranche trop vite
peut restaurer l'ordre en surface, mais laisser une blessure profonde. A l'inverse, temporiser expose à l'accusation de faiblesse, surtout dans une armée façonnée par l'urgence et le danger permanent. Moussa, isolé, devient un point de fixation. Pour certains, il incarne la peur d'être manipulé demain. Pour d'autres, il rappelle que même les plus solides peuvent nous céder sous une pression invisible. Cette ambivalence fracture l'unité en silence. Avant même toute décision formelle, la question centrale se pose déjà. Comment préserver la cohésion quand la certitude morale s'effondre ? C'est là que le dilemme prend une dimension collective. Il ne s'agit plus seulement de juger un homme, mais de déterminer quel type de loyauté peut survivre à l'épreuve de la guerre. Le déclenchement est brutal. Dès l'identification formelle de la fuite, la mécanique militaire se met en marche sans attendre. Les officiers convoqués autour d'Ibrahim Traoré savent ce que la procédure exige. Neutraliser immédiatement la menace, frapper avant que l'information ne circule davantage. Dans ce type de contexte, la rapidité vaut protection. Chaque minute perdue est perçue comme une faille potentielle. Le camp entre dans un état d'alerte sourde, où tout ralentissement devient suspect. La confrontation avec Moussa marque le premier basculement. Amené sous bonne garde, il ne nie pas les faits matériels. Les échanges sont courts, tendus, presque mécaniques. Les preuves sont posées une à une, sans emphase. Messages interceptés, contacts nocturnes, flux financiers. La logique institutionnelle semble suivre son cours naturel. Pourtant, quelque chose résiste. Moussa ne se défend pas comme un homme cherchant à sauver sa peau. Il s'effondre progressivement, laissant apparaître une fatigue ancienne accumulée bien avant l'arrestation. Le paroxysme est atteint lorsque l'aveu complet surgit. La trahison n'est pas motivée par l'idéologie, ni par l'appât du gain, mais par une contrainte extrême, l'enlèvement de sa sœur, âgée de 12 ans, utilisée comme levier par les groupes armés. À cet instant précis, le cadre change. La faute demeure, mais sa nature se complexifie. Pour Ibrahim Traoré, la décision n'oppose plus seulement l'ordre au chaos. Elle confronte la règle à une réalité humaine que la loi ne prévoit pas. Les débats internes deviennent plus vifs. Certains officiers rappellent les précédents historiques, où la clémence a ouvert la voie à l'indiscipline. D'autres, plus silencieux, mesurent le risque inverse. Transformer un homme brisé en martyr inutile, sans traiter la faille structurelle exploitée par l'ennemi. Le temps s'étire. Le silence devient presque insupportable. Chaque camp attend un signal clair, un ordre qui mettrait fin à l'ambiguïté. Les répliques commencent avant même la décision finale. La rumeur circule. Les soldats devinent que quelque chose d'inhabituel se joue derrière les portes closes. L'autorité d'Ibrahim Traoré est observée, scrutée, évaluée à l'aune de cette crise. Quelle que soit l'issue, elle laissera une trace. Une exécution restaurerait la peur et la clarté immédiate. Une autre voie introduirait l'incertitude, mais aussi la possibilité d'un nouveau rapport à la justice. À ce stade, rien n'est encore tranché. Mais une chose est acquise, l'unité ne pourra pas revenir à l'état antérieur. Le simple fait d'avoir hésité a déjà déplacé les lignes. La crise n'est plus seulement un événement ponctuel. Elle devient un tournant dont les effets se feront sentir bien au-delà de cette journée. Avant l'affaire, le fonctionnement de l'unité reposait sur un principe simple. Zéro tolérance face à la trahison, une règle connue de tous et rarement contestée. Après la révélation, cette certitude se fissure car les données disponibles racontent une histoire plus complexe que le schéma habituel de l'espion motivé par l'argent. Les éléments chiffrés jouent ici un rôle clé, non pour disculper, mais pour comprendre. Les transferts financiers identifiés atteignent moins de 3 millions de francs CFA au total, une somme dérisoire au regard des circuits de corruption observés dans les conflits régionaux. Pris isolément, ce chiffre ne prouve rien. Interprété dans son contexte, il suggère autre chose, un flux contraint, irrégulier, utilisé comme monnaie de survie plutôt que comme rémunération stratégique. Cette donnée change la lecture de l'intention, sans effacer la faute. Un autre élément concerne le temps. Moussa est engagé depuis 8 mois sous le commandement direct d'Ibrahim Traoré. Sur cette période, il participe à plusieurs opérations sans incident signalé, et son comportement reste conforme aux attentes jusqu'aux semaines précédant la fuite d'informations. La rupture est donc récente. Elle ne correspond pas à une infiltration de long terme, mais à une bascule rapide.
Cela oriente l'analyse vers un déclencheur externe, soudain, plutôt qu'un projet mûri de longue date. Enfin, l'âge de la sœur enlevée, 12 ans, mérite une attention particulière. Dans les conflits asymétriques, la pression exercée sur des mineurs constitue un levier de chantage particulièrement efficace. Les spécialistes du renseignement le savent, plus la victime est jeune, plus la contrainte psychologique est immédiate et difficilement supportable. Cette réalité n'excuse rien, mais elle explique pourquoi des soldats jusque-là fiables peuvent céder en quelques jours là où d'autres résisteraient plus longtemps. Ces trois éléments, mis bout à bout, dessinent une chaîne causale claire. Un soldat sans antécédent disciplinaire pour la majeure, une menace ciblée sur un proche vulnérable. Un flux financier limité destiné à répondre à cette menace. La trahison n'est pas le point de départ, mais le symptôme final d'une pression invisible. C'est précisément ce glissement qui place Ibrahim Traoré face à un dilemme inédit. La sanction traditionnelle traite l'acte, mais ignore le mécanisme qui l'a produit. D'un point de vue opérationnel, l'enjeu dépasse Moussa. Si l'unité exécute, sans analyser ses signaux, elle envoie un message clair. La loi prime, quelles que soient les circonstances, mais elle laisse intacte la faille exploitée par l'ennemi, à savoir l'exposition des familles. A l'inverse, reconnaître cette chaîne causale revient à admettre que la discipline seule ne suffit plus dans une guerre où la pression se déplace hors du champ de bataille. La bascule se situe là. Les chiffres ne servent pas à attendrir, mais à objectiver. Ils obligent le commandement à choisir entre une réponse symbolique immédiate et une approche plus risquée, visant à réduire la vulnérabilité structurelle. À partir de ce moment, la question n'est plus seulement que faire de Moussa, mais comment empêcher que ce issue se reproduise. L'argument en faveur de la sanction maximale est solide, cohérent et profondément enraciné dans l'histoire militaire. Une armée repose sur une chaîne de confiance fragile. Dès lors qu'une trahison est avérée, surtout en temps de guerre, toute hésitation peut être interprétée comme une faille. Les partisans de la rigueur rappellent que la discipline n'est pas une valeur morale abstraite, mais un outil de survie collective. Exécuter rapidement un traître, quel que soit son mobile, envoie un signal clair. Aucune circonstance ne justifie la mise en danger de l'unité. Ce raisonnement s'appuie sur des précédents nombreux. Des armées entières se sont effondrées à cause d'un seul espion toléré trop longtemps. La peur de la sanction agit comme un garde-fou. Sans elle, le doute s'installe, les rumeurs circulent et chacun commence à s'interroger sur la loyauté de son voisin. Dans cette logique, la compassion est perçue comme un luxe dangereux. Elle brouille la règle, crée des exceptions et transforme la loi en sujet de débat là où elle devrait rester incontestable. Face à cela, l'argument opposé ne nie pas la gravité de l'acte, mais en déplace l'analyse. La trahison de Moussa n'est pas minimisée, elle est contextualisée. Ceux qui défendent une réponse nuancée soulignent que punir l'individu ne supprime pas la cause. Si la pression exercée sur les familles devient une arme courante, alors d'autres soldats, tout aussi loyaux, pourraient céder demain. Une exécution rétablit l'ordre en surface, mais laisse intact le mécanisme exploité par l'ennemi. Cette approche insiste sur un point clé. La finalité de la discipline n'est pas la punition, mais la protection de l'unité. Si une décision alternative permet de neutraliser la menace tout en renforçant la résilience collective, alors elle mérite d'être considérée, même si elle s'écarte de la tradition. Dans ce cadre, la justice n'est pas synonyme de faiblesse, mais d'adaptation stratégique. Le cœur du conflit réside donc ici. D'un côté, une règle claire, éprouvée, rassurante par sa simplicité. De l'autre, une réalité contemporaine plus floue, où la guerre se déplace vers l'intime et l'invisible. Ibrahim Traoré se trouve précisément à l'intersection de ces deux logiques. Quelle que soit l'option retenue, elle produira un précédent. Soit celui d'une autorité inflexible, soit celui d'un commandement capable d'intégrer la complexité sans perdre le contrôle. À ce stade, aucune solution n'est indolore. La question n'est plus de savoir quelle option est juste en théorie, mais laquelle préservera réellement l'unité face aux épreuves à venir. Ibrahim Traoré tranche là où personne ne l'attendait. Plutôt que d'appliquer la sanction immédiate, il choisit une option rarement assumée en temps de guerre,
transformer la trahison en levier stratégique. Ce choix ne nie pas la faute, il la redirige. Moussa ne sera ni exécuté sur le champ, ni libéré. Il sera utilisé comme canal contrôlé, placé sous surveillance étroite, afin de retourner contre l'ennemi le réseau même qui l'a contraint. Ce basculement modifie l'équilibre de la situation. La justice militaire cesse d'être uniquement punitive pour devenir instrumentale. L'objectif n'est plus seulement de punir un acte passé, mais de prévenir des pertes futures. En autorisant cette manœuvre, le commandement accepte un risque calculé. Si Moussa ment une seconde fois, tout s'effondre. Si le plan fonctionne, des vies peuvent être sauvées et une faille ennemie exposée. Dans l'unité, l'annonce reste partielle. Les soldats sentent qu'un seuil a été franchi, sans en connaître encore les contours. L'incertitude remplace la certitude brutale de l'exécution annoncée. Cette zone grise inquiète autant qu'elle intrigue. Certains y voient une audace dangereuse, d'autres une intelligence froide adaptée à une guerre qui ne respecte plus les règles classiques. À ce point médian, le récit change de nature. Il ne s'agit plus seulement d'un dilemme moral, mais d'un pari opérationnel. La question n'est désormais plus « faut-il punir ?». Mais peut-on retourner la contrainte en avantage sans perdre l'autorité ? Pour le commandement, la première conséquence est immédiate. L'autorité d'Ibrahim Traoré change de registre. Elle ne repose plus uniquement sur la peur de la sanction, mais sur la capacité à expliquer, à anticiper et à assumer un risque visible. Cette posture renforce son rôle stratégique tout en l'exposant davantage. Chaque officier comprend désormais que les décisions ne seront plus mécaniques. Elles devront être défendues, justifiées et portées dans la durée. L'autorité gagne en profondeur, mais perd la protection de la simplicité. Du côté des soldats, l'effet est plus diffus, mais tout aussi réel. La peur brute de la punition recule légèrement, remplacée par une vigilance accrue. Beaucoup prennent conscience que la guerre ne s'arrête pas aux patrouilles ni aux combats directs. Les familles deviennent un front invisible. Cette prise de conscience modifie les comportements. Les silences sont moins honteux, les signaux faibles plus souvent partagés. La loyauté ne disparaît pas, elle se transforme, intégrant la possibilité de demander de l'aide avant la rupture. Pour Moussa, la conséquence est une existence suspendue. Il n'est ni innocenté, ni absous. Il devient un outil, sous contrôle permanent, chargé de réparer partiellement le tort causé. Sa coopération permet de piéger les groupes armés, de localiser des réseaux et surtout de libérer sa sœur sans pertes humaines dans l'unité. Cette issue ne lui rend ni son statut, ni sa réputation. Elle lui laisse seulement une chose, la possibilité d'expier par l'action, plutôt que par la mort. Enfin, pour l'environnement sécuritaire plus large, cette décision produit un signal inattendu. Les groupes armés comprennent que le chantage familial peut être retourné contre eux. Le levier qu'ils croyaient absolu devient risqué. Dans le même temps, l'armée identifie une vulnérabilité structurelle qu'elle ne peut plus ignorer. La protection des proches, jusque-là périphérique, entre dans le calcul opérationnel. Cette évolution ne garantit pas la fin des pressions, mais elle en complique l'usage. Ces 4 niveaux d'impact s'entrecroisent. Aucun n'est totalement positif ni totalement négatif. Ensemble, ils redéfinissent le rapport entre discipline, confiance et efficacité. En prenant cette voie, Ibrahim Traoré ne résout pas un problème isolé. Il modifie l'équation même du commandement dans un contexte où la guerre se joue autant dans les esprits que sur le terrain. La conséquence la plus durable n'est peut-être pas la réussite de l'opération, mais le déplacement du centre de gravité morale et stratégique de l'unité. Dans une issue de continuité, la plus probable à court terme, la décision d'Ibrahim Traoré s'installe comme une exception maîtrisée. L'unité conserve sa cohésion, mais reste sous tension. Les soldats intègrent progressivement l'idée que la discipline demeure ferme, tout en acceptant que certains cas extrêmes appellent des réponses non conventionnelles. Les groupes armés, surpris par l'échec du chantage, ajustent leurs méthodes sans les abandonner totalement. La situation reste fragile, mais fonctionnelle. L'équilibre tient tant que la communication interne est claire et que les règles sont rappelées sans ambiguïté. Dans une issue plus favorable, l'effet d'apprentissage est réel et durable.
La protection des familles devient un axe stratégique assumé, réduisant l'efficacité des pressions ennemies. Les soldats signalent en fait plutôt les tentatives de manipulation, ce qui permet des réponses rapides et coordonnées. La confiance envers le commandement se renforce, car les hommes perçoivent une autorité capable de fermeté et d'écoute. À moyen terme, cette approche améliore la résilience globale de l'unité et limite les cas de rupture individuelle. L'exception initiale cesse d'être perçue comme une faiblesse et devient un marqueur d'intelligence opérationnelle. Enfin, une issue plus sombre repose sur une lecture inverse du signal envoyé. Certains soldats interprètent la clémence comme une brèche. Le doute s'installe sur les limites réelles de la sanction. Les groupes armés testent davantage le chantage, cherchant à reproduire le précédent. La discipline se fragilise, non par absence de règles, mais par flou sur leur application. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré serait contraint de durcir brutalement sa posture pour reprendre le contrôle, au risque de provoquer une rupture de confiance plus profonde que celle qu'il cherchait à éviter. Ces trois issues montrent que la décision n'est ni intrinsèquement vertueuse, ni automatiquement dangereuse. Tout dépend de la manière dont cette décision se traduit concrètement. La clé réside moins dans l'acte initial que dans ce qui l'accompagne. Clarté des critères, cohérence des sanctions futures et capacité à expliquer la logique du choix sans le banaliser. Si cette cohérence est maintenue, l'exception reste une exception. Si elle se dilue, elle devient une règle implicite. À ce stade, le véritable enjeu n'est donc pas de prédire l'avenir, mais de comprendre que chaque issue découle moins des intentions que de la manière dont elles sont perçues et appliquées dans le temps. À ce stade, le récit cesse d'être uniquement celui d'une unité militaire. Il renvoie chacun à des situations plus proches, parfois moins spectaculaires, mais tout aussi décisives. Dans toute organisation, il arrive qu'une règle claire entre en collision avec une réalité humaine imprévue. Le réflexe le plus sûr consiste souvent à appliquer la norme sans détour, pour éviter le désordre. Pourtant, cette sécurité apparente a un coût. Elle peut ignorer les signaux faibles qui annoncent des crises plus larges. Pour un responsable d'équipe, un cadre administratif ou un décideur public, le dilemme observé ici résonne immédiatement. Faut-il sanctionner pour préserver l'exemple ou comprendre pour prévenir la répétition ? Dans les entreprises comme dans les institutions, la peur de créer un précédent pousse souvent à des décisions rapides, parfois aveugles. A l'inverse, trop de tolérance peut brouiller les repères et affaiblir l'autorité. Le spectateur se retrouve face à cette tension familière, déplacé dans un contexte extrême qui la rend plus lisible. Le récit invite aussi à réfléchir à la notion de responsabilité partagée. Moussa n'est pas présenté comme une victime innocente, mais comme le produit d'un système exposé à des pressions nouvelles. Cette lecture oblige à se demander où commence réellement la faute individuelle et où s'arrête la responsabilité collective. Dans la vie quotidienne, combien de ruptures auraient pu être évitées si les contraintes invisibles avaient été identifiées plus tôt ? Enfin, cette histoire touche à une question rarement formulée. Jusqu'où un leader doit-il assumer seul le poids moral de ses décisions ? La solitude du commandement, souvent invisible, apparaît ici clairement. Décider, ce n'est pas seulement choisir entre le bien et le mal, mais accepter de porter des conséquences imparfaites sous le regard critique des autres. En refermant cette partie du récit, le spectateur n'est pas invité à juger, mais à se projeter. Face à une situation limite, quelle valeur guide réellement l'action ? La règle, la peur du précédent ou la recherche d'une solution durable ? D'abord, il s'agit de formaliser ce qui, jusque-là, restait implicite. Ibrahim Traoré fait acter clairement que la décision prise relève d'une exception encadrée et non d'un assouplissement général de la discipline. Cette clarification est essentielle. Elle fixe une frontière nette entre compréhension d'une situation extrême et tolérance envers la trahison. Sans ce cadre posé publiquement, l'initiative risquerait d'être interprétée comme une hésitation permanente du commandement. Ensuite, l'objectif est de la prévention. Le commandement met en place des mécanismes permettant aux soldats de signaler, de manière confidentielle, toute tentative de pression exercée sur leurs proches. L'objectif n'est pas de surveiller, mais d'anticiper. En identifiant les menaces en amont, l'unité réduit la probabilité
qu'un dilemme similaire se reproduise. Cette mesure transforme une faiblesse exploitée par l'ennemi en point de vigilance interne partagée, puis la protection concrète des familles, sans promettre une sécurité absolue, irréaliste, dans un contexte de conflit. L'armée renforce les dispositifs de soutien, d'accompagnement et de relogement temporaire lorsque le risque devient critique. Ce choix envoie un signal double. La loyauté est exigée, mais elle n'est pas demandée au prix d'un abandon total des proches. Cette reconnaissance limite la pression psychologique qui pousse à la rupture. Après cela, la justice elle-même. Moussa est maintenu sous sanction, déchu de son grade et placé sous contrôle strict. Toutefois, un horizon conditionnel est introduit. La possibilité d'une réhabilitation partielle liée à des actes concrets et vérifiables. Cette logique ne supprime pas la faute, elle inscrit la sanction dans le temps avec des critères mesurables plutôt qu'une sentence définitive et irréversible. Enfin, il s'agit de la transmission. L'affaire est intégrée à la formation des officiers comme un cas d'école, non pour glorifier la décision, mais pour en analyser les risques, les limites et les effets secondaires. En transformant l'épisode en apprentissage collectif, le commandement évite qu'il ne reste une anecdote isolée ou un précédent mal compris. À travers cette feuille de route, Ibrahim Traoré cherche moins à résoudre un cas unique qu'à adapter l'institution à une guerre où les lignes morales sont constamment mises à l'épreuve. La solution n'est ni simple ni parfaite. Elle vise seulement à réduire la probabilité que le prochain dilemme soit affronté dans l'urgence et l'aveuglement. Lorsque Moussa réapparaît plus tard, amaigri, silencieux, sa présence agit comme un miroir. Il ne symbolise ni la victoire totale, ni l'échec. Il incarne ce qui reste après la tempête. Une unité marquée, mais toujours debout. Sa sœur Aminata, libérée, devient à son tour un repère discret. Elle rappelle que derrière chaque décision militaire se cache une vie ordinaire, fragile, irréversible. Ce détail humain, souvent invisible dans les récits de guerre, donne un poids différent à l'histoire. Pour les soldats, l'épisode laisse une trace durable. Ils n'oublient ni la trahison, ni la clémence. Ils retiennent surtout que leur commandement a refusé la facilité. La peur n'a pas disparu, mais elle n'est plus l'unique ciment du groupe. Une autre valeur s'est installée, plus exigeante, la responsabilité partagée. Chacun sait désormais que ses actes engagent plus que lui-même, mais aussi que ses faiblesses peuvent être entendues avant de devenir fatales. Dans ce moment de bascule, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros idéalisé, mais comme un chef confronté à l'imperfection. Sa décision n'efface pas la violence du conflit, ni les risques à venir. Elle montre simplement qu'un leadership peut choisir la nuance sans renoncer à l'autorité. Ce rappel émotionnel ne cherche pas à attendrir, mais à ancrer le récit dans une réalité durable. La guerre continue, les menaces persistent, et rien ne garantit que ce choix sera toujours payant. Mais pour ceux qui étaient présents, une certitude demeure. Ce jour-là, la justice n'a pas été rendue par automatisme, mais par conscience. C'est cette différence, fragile mais réelle, qui donne tout son sens à l'histoire. Ce récit ne se referme pas avec une morale définitive. Il laisse volontairement une question ouverte, parce que les dilemmes qu'il soulève dépassent largement le cadre militaire. À travers la décision d'Ibrahim Traoré, c'est une réflexion plus large qui s'impose sur la manière dont les sociétés choisissent d'exercer l'autorité lorsque la peur, la colère ou l'urgence semblent dicter la voie la plus simple. Punir vite rassure. Comprendre prend du temps et expose à la critique. Dans un monde où les règles sont souvent invoquées comme des refuges, cette histoire rappelle que leur application mécanique ne garantit ni la justice ni la stabilité. A l'inverse, la nuance n'est pas synonyme de faiblesse, mais de responsabilité assumée. Elle oblige à penser les conséquences au-delà de l'instant et à accepter que toute décision importante comporte une part de risque irréductible. Ce choix, posé dans un camp poussiéreux, résonne comme un symbole. Il interroge la place accordée à l'humain dans les systèmes de pouvoir, qu'ils soient militaires, politiques ou civils. Il invite chacun à réfléchir à ce qu'il attend réellement d'un leader, la rigidité rassurante, ou le courage de porter une décision imparfaite. Alors, face à un dilemme comparable, quelle voie vous semblerait la plus juste et pourquoi ?